On peut commencer? Il y a un truc que je voulais toujours dire, c'est la régie, c'est bon? J'ai toujours rêvé de dire ça. Bonjour à tous, je m'appelle Alain Elaïli, je travaille pour GitHub. Et aujourd'hui, je vais vous parler des différentes manières de collaborer au sein d'une équipe avec Git et GitHub. Donc déjà, qui connaît GitHub? Qui a un compte chez GitHub? Tout le monde, pareil. Et qui l'utilise au quotidien? Ah ouais, vous pouvez partir, hein, vous n'allez rien apprendre. Non, je vais quand même essayer de vous apprendre deux, trois trucs. Je suis content de voir qu'il y a autant de gens qui connaissent et qui surtout utilisent au quotidien GitHub, parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont un compte, qui vont parfois chercher des choses, des frameworks et d'autres composants sur le web, mais ils n'utilisent pas forcément au quotidien. Donc, je vais quand même balayer quelques modèles d'utilisation, et puis après, on verra si ça vous a apporté quelque chose ou pas. Donc, avant tout, petite historique pour les quelques-uns qui n'ont pas levé la main. GitHub, c'est pas Git. GitHub, c'est basé sur Git. C'est une évolution, enfin, c'est pas une évolution de Git, mais c'est quelque chose qu'on a rajouté par-dessus Git pour rendre la collaboration vraiment possible, en fait. Git, pour faire un peu d'historique, ça a été créé par Linus Torvald en 2005. On a fêté les 10 ans, de Git en avril, je crois, et en plus, cette fête mondiale a eu lieu en France. Donc c'était assez sympa pour nous. Et juste pour un petit point historique, hein, les committeurs Linux utilisaient un autre système. Et puis, comme souvent avec Linus Torvald, il y a eu une dispute entre lui et quelqu'un d'autre, et puis entre son groupe et puis quelqu'un d'autre. Donc ils ont dû changer de système, et donc en une semaine, il a écrit Git. Donc, ça fout un peu les boulons généralement de se dire qu'il a réussi à écrire ça en une semaine, mais c'est ce qu'il a fait. Et puis après, qu'est-ce que veut dire Git? Alors il y a plein d'histoires, il y a plein de théories sur qu'est-ce que ça veut dire exactement. Il dit que ça veut dire stupide et que il a appelé Linux en fonction de son prénom, et lui il se dit stupide, donc il a appelé Git, parce que Git ça veut dire stupide en anglais. Je pense que la première raison, c'est que Git c'est très court et c'était une commande qui n'existait pas encore sous Unix, et donc c'était assez pratique à utiliser. Et puis après, il a mis l'histoire derrière. Mais bon, peu importe. Donc, il a créé ça. Et juste pour revenir rapidement sur les points forts de Git, pour ceux qui ne connaissent pas, l'avantage fondamental de Git par rapport à tous les autres systèmes de gestion de version, enfin les avantages fondamentaux plutôt, c'est d'une part que c'est un système distribué, donc je n'ai pas besoin d'aller sur un serveur pour avoir une gestion de version, j'ai la gestion de version qui est directement locale sur ma machine. Donc je peux avoir des commits sur ma machine, je peux gérer un historique sur ma machine, et puis quand je suis content de cet ensemble d'historiques, je vais pousser ça sur le serveur. Mais je ne vais pas pousser un commit sur le serveur, comme on fait en SVN, je vais pousser un ensemble de commits sur le serveur. Et donc avant d'avoir poussé quelque chose sur le serveur, j'ai pu revenir en arrière, j'ai pu modifier mes commits, j'ai pu les annuler, j'ai pu expérimenter, etc. L'autre partie qui est fondamentale dans Git, c'est que c'est un système qui est super efficace pour tout ce qui est création de branches, destruction de branches et merging de branches. Créer une branche dans un outil tel que SVN, ça veut dire faire une copie de toute une arborescence, donc pas forcément du tout repo, parce qu'on peut travailler à différents niveaux, mais c'est généralement une opération assez lourde et qui inclut des I/O assez importants, parce que si on fait une branche de quelque chose qui fait 250 mégas, on va avoir 200 mégas d'écriture, 250 mégas d'écriture. Et puis après, il va falloir penser à l'opération inverse, qui est le merge, et qui peut prendre pas mal de temps. Donc, une branche dans Git, c'est que quelques octets qui sont écrits sur le disque, et c'est tout. Parce qu'on travaille que sur ce qui va différer par rapport à l'origine, parce qu'on s'est rappelé de l'origine, contrairement à ce qui se passe dans SVN. Donc, ce qui fait qu'on est capable de faire des branches dans tous les sens. Ça ne coûte rien, c'est immédiat. Et une branche, c'est génial parce que c'est un bac à sable dans lequel je peux commencer à expérimenter. Je peux changer plein de fichiers. Et puis si je me plante, c'est pas grave, je peux revenir en arrière grâce à mes commits, grâce à l'historique que j'ai géré en local. Et puis je peux, si je suis pas content avec ce que j'ai fait, je peux tout dégager. Si je suis pas content avec la dernière heure de travail que j'ai faite parce que j'ai voulu expérimenter un nouveau framework, une nouvelle stratégie d'implémentation, j'étais pas sûr de mon coup au départ. En Git, c'est pas un problème, je peux me lancer. Et puis si j'ai un problème en cours de route, si je me dis non, ça va pas marcher, je peux revenir en arrière en une fraction de seconde. Si je fais ça avec un autre système, soit je me rappelle de tous les changements que j'ai faits, j'ai mis des commentaires un peu partout, j'ai fait des copies de fichiers, enfin j'ai plein de stratégies un peu pourries
que je peux mettre en place, mais rien de pris en charge nativement par le système. En fait. Donc, pour moi, Git, c'est quelque chose d'extraordinaire quand il s'agit de me permettre de faire des expérimentations, de me permettre de tenter des innovations ou d'aller essayer un truc dont je ne suis pas sûr du résultat, mais ça ne me coûte pas cher de le faire, j'aurais juste le temps passé à faire cette implémentation-là, je n'aurais pas de temps supplémentaire à nettoyer cette implémentation que j'ai testée. Donc ça libère pour moi la créativité. Donc voilà, juste le sujet n'est pas de rentrer dans Git dans tous ces détails, mais c'est les quelques avantages quand même qu'on a à notre disposition. Donc juste pour ceux qui, encore une fois, qui n'ont pas le vocabulaire complet, on parle de repo, on parle de clone, on parle de pull, de push, de commit, de diff, de branche évidemment. Et puis il y a un terme qui existe aussi qui s'appelle le rebase, alors c'est une sorte de fraction, de ligne de fraction qui est similaire à celle qu'on peut avoir entre différentes religions des fois, entre ceux qui font du rebase et ceux qui ne font pas de rebase. L'idée du rebase, c'est qu'on va pouvoir changer l'historique de ce qu'on a effectué. Donc il y a ce qu'on a fait réellement et ce qu'on écrit comme histoire dans le repository en fait. Donc là il y a des grandes chapelles, donc vous comprendrez que moi je ne suis pas un fan du rebase, mais qu'il y a des gens qui sont très fans du rebase. D'ailleurs il y avait un talk tout à l'heure qui parlait beaucoup de ça. Moi je préfère laisser les choses telles qu'elles sont et puis montrer ce que j'ai essayé, montrer ce qui n'a pas marché, montrer ce qui a marché. Parce que laisser une trace de ce qu'on a essayé et qui n'a pas marché, c'est souvent aussi intéressant que de montrer ce qu'on a fait et qui a marché. Parce qu'il faut imaginer que quelqu'un d'autre va lire l'histoire, il va se dire tiens, pourquoi il n'a pas fait ça voilà, si je ne l'ai pas écrit, si je n'ai pas un commit qui montre que j'ai essayé tel truc et que ça n'a pas marché, il va peut-être essayer de faire la même chose et il va arriver à la même conclusion que moi. Donc, si je lui montre ma conclusion, c'est aussi bien. Donc, voilà, c'est juste un peu de vocabulaire. Alors, il y a juste un truc aussi. Donc on parle de clone et on parle de fork. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la différence. Alors, le clone, c'est un terme Git. Le fork, c'est un terme plutôt GitHub. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, un fork, c'est, on va dire, une copie d'un repo de GitHub à GitHub. Et un clone, c'est une copie d'un repo de... non, pardon. Aussi, c'est ça. Et un clone, ça va être une copie du repo de GitHub vers son environnement local. D'accord ? C'est pas loin d'être la même chose, mais dans notre vocabulaire sur GitHub, on fait la distinction entre les deux. Donc voilà pour l'histoire de Git. Alors, je vais vous passer la démo parce que je suis à peu près sûr que tout le monde connaît ça. Et puis pour continuer un peu d'historique, donc Git a été inventé pour gérer le code source du noyau Linux à la base. Et donc c'est super pour gérer du code source. Et nos fondateurs, en fait, les fondateurs de GitHub, quand ils ont vu Git sortir il y a une dizaine d'années, ils se sont dit c'est génial. Nous, c'était des gars de la Silicon Valley, ils avaient un boulot au quotidien et le soir ils se réunissaient ensemble. Et ils avaient, comme tout le monde à la Silicon Valley, ils avaient une idée de start-up sur laquelle ils voulaient travailler le soir. Et donc, ils se réunissaient le soir pour essayer de travailler ensemble. Et puis, des fois, ils travaillaient chez eux. Ils n'étaient pas toujours au même endroit pour travailler. Donc, ils se sont dit, on va utiliser Git pour notre projet. Et puis, en l'utilisant, ils se sont dit, ouais, c'est bien Git, mais quand moi, je veux faire un push, je suis obligé de te l'envoyer à toi. Et puis, toi, tu es obligé de l'envoyer à l'autre. Et l'autre, il est obligé de me l'envoyer à moi, etc. Donc, Git, c'est un système distribué, mais quand vous êtes distribué à plein et que vous devez tous vous synchroniser entre vous, on voit vite les limitations de ça, quoi. Et donc ils se sont dit, c'est génial, ça reste un système super puissant, mais il faut peut-être qu'on fasse quelque chose, nous, pour améliorer ça. Hein, si vous regardez aujourd'hui, ça c'est un extrait du repo Git sur GitHub, donc c'est les gens qui travaillent sur le noyau, sur le produit Git lui-même. Et donc ils ont commencé évidemment à travailler là-dessus avant que GitHub existe. Et ici, vous avez un peu leur workflow. Et c'est vraiment ça, quoi. Si vous avez envie de changer quelque chose, faites le changement. Et puis, vous envoyez ça à la mailing list. Et puis, la mailing list va le regarder. On va faire un merge avec votre truc, etc. Et donc, tout passe par des emails. Et l'email, aujourd'hui, c'est vraiment la moins bonne manière de collaborer dans une équipe, en fait. Donc, ils se sont dit vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, ils ont commencé à créer un produit. Donc, c'est ces 4 gars-là qui se sont rassemblés. Et ils se sont dit, on va faire un truc pour pouvoir faire notre projet open source et continuer à collaborer entre nous. Donc c'était vraiment comme quand vous faites un utilitaire pour votre équipe, un petit tool comme ça. Donc c'était une interface graphique qui surfaçait en fait Git.
Et puis, donc ils ont fait ça, et puis ils ont continué à travailler sur le projet. L'idée, c'était pas de faire GitHub, c'était de travailler sur leur projet. Je crois que c'était un truc de partage de photos, quelque chose comme ça. Et puis, il y a d'autres gars dans la Silicon Valley qui avaient leur propre projet, qui leur ont dit, bah tiens, on peut utiliser votre truc aussi, ça serait sympa. Donc, tout allait bien, et c'était utilisé par tout le monde. Et puis, jusqu'au jour où il y a une entreprise qui est arrivée en disant, bah nous, on voudrait bien utiliser votre truc aussi. Et puis, comme on est une entreprise, comme c'est du code qu'on veut garder en privé, bah, on va vous payer. Donc ils se sont dit, bah, que oui, mais on fait payer quoi pour ce truc-là? On n'a aucune idée du montant qu'on doit faire payer. Donc ils ont été voir les mecs de Dropbox, combien ça coûte Dropbox. Ça coûtait 7 $. Et donc ils ont dit, bah voilà, paye-nous 7 $. Et aujourd'hui, on continue à payer 7 $ pour avoir des repos privés sur GitHub. Donc c'est le business plan de GitHub. Il tient sur un ticket de métro à peu près. Et ça s'est arrêté là. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, bah tiens, on doit créer une société. Et puis ils étaient partis d'un outil et ils se sont mis à faire une société derrière sans vraiment le vouloir à la base. Donc tout ça, après, ça a grossi. On a commencé à parler de social coding, donc la possibilité de non seulement collaborer entre nous, mais aussi à avoir des gens qui venaient contribuer à des projets qu'on ne connaissait pas. Et puis aussi, là, ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, c'est que collaborer à des projets, ça permet de créer son propre CV sur GitHub, quelque part, et qu'il y a de plus en plus de sociétés maintenant qui ne vont pas voir votre profil LinkedIn, mais qui vont voir votre profil GitHub. Donc c'est des choses qui ont évolué. Et puis maintenant, pour vous donner une petite idée de où en est GitHub aujourd'hui et de sa pénétration dans l'écosystème open source, aujourd'hui c'est 10 millions, j'ai oublié de le mettre à jour, c'est 11 millions même d'utilisateurs enregistrés, et ça représente à peu près 27 millions de repositories. Donc ça a bien grossi, et c'est devenu aujourd'hui la manière de faire de l'open source. Donc bon, je pense que vous avez tous vu une page GitHub, à quoi ça correspond. Donc là, on a la page GitHub d'un utilisateur en particulier, avec son graphe de contribution, avec les repos sur lesquels il a travaillé. Mais le truc qui paraît tout simple, tout bête, et sur lequel il est super important de s'attarder pour comprendre pourquoi l'open source a explosé avec l'arrivée de GitHub et pourquoi tous les projets qui arrivent sur GitHub ont une explosion en termes de contribution, c'est tout simplement cette petite partie-là qui est entourée. Vous voyez en fait que le projet s'appelle example-maven. Il est sous le profil de quelqu'un qui s'appelle technical lead et on voit qu'il a été forqué depuis l'organisation Octocats, et il avait le même nom. Il aurait pu changer de nom au passage, mais peu importe. Et si on regarde l'historique de la communauté open source, qu'est-ce qu'on avait avant? Avant, on avait des projets, et vous étiez committeur ou pas sur un projet. D'accord? Donc, vous étiez autorisé ou pas à commiter sur un projet. Donc, ce qui voulait dire que vous deviez montrer patte blanche. Vous pouviez copier le source, hein, mais pour pouvoir commiter, pour pouvoir changer du code, vous étiez obligé d'être connu par l'équipe avant de pouvoir commencer à envoyer des patchs et du contenu. Et en inversant le paradigme, en disant c'est plus quelqu'un qui fait partie d'un projet, mais c'est un projet qui appartient à quelqu'un. Et ton projet, j'en fais une copie et ça devient mon projet. Et mon projet, j'ai le droit d'écrire dedans, j'ai le droit de tout changer, puisqu'il est chez moi, il est dans mon environnement. Je me le suis approprié, je peux faire des changements, et quand j'aurai fait mes changements, je peux te l'envoyer. Je peux t'envoyer le résultat de tout ça, donc je n'ai pas besoin de te montrer mon CV avant que tu m'autorises à collaborer. Je t'envoie le résultat et tu vois directement sur pièce si ce que j'ai fait est intéressant ou pas. Et après, tu l'acceptes ou pas. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier changement dans le modèle de collaboration du monde open source, en fait. C'est le fait qu'on n'est plus en train de demander à ce qu'un changement soit fait, c'est on fait le changement, on le pousse, il est accepté ou pas. S'il n'est pas accepté, à la rigueur, tant pis, parce que moi, j'ai ma copie du repo complet, je peux le faire tourner chez moi, je bénéficie du changement que j'ai effectué. Versus avant où il fallait que ce soit intégré dans la codebase et je pouvais très bien ne jamais voir le résultat de mon travail intégré dans le système. Donc c'est vraiment un changement assez fondamental et c'est vraiment ce qui a fait exploser l'ensemble des contributions dans le monde de l'open source. Parce qu'aujourd'hui, avec la facilité d'accepter une contribution, n'importe qui peut devenir contributeur même sur le projet le plus compliqué. Parce que vous voyez une faute d'orthographe quelque part, vous pouvez aller le corriger, vous pouvez soumettre une pull request et c'est parti. Vous pouvez changer le layout d'une page, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez ajouter un bouton. Enfin, il n'y a plus de barrière à l'entrée à la contribution. Donc, tout le monde peut devenir contributeur sur des projets open source, ça devient super facile. Et il y a vraiment une explosion du nombre de contributeurs dans les projets et c'est ça qui est génial. Et c'est quelque chose sur lequel, chez GitHub, c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir au maximum.
Donc, c'est la première étape de la collaboration, hein, c'est le fait que tout le monde peut contribuer du code. Puis il y a une deuxième étape à la collaboration aussi, c'est la capacité à pouvoir discuter autour du code et que cette discussion reste persistante. Je suppose qu'au quotidien, vous travaillez beaucoup avec des emails. Donc, généralement, le quotidien d'un développeur, hein, c'est une réunion en stand-up en début de journée potentiellement ou quelques fois par semaine. Et puis, tout au long du cycle de la vie du projet et puis de la vie en général, on s'envoie beaucoup d'emails. Et un email, je l'envoie à quelqu'un qui le transmet à quelqu'un d'autre. Un troisième répond, et puis j'ai pas forcément la réponse au premier email, et puis il y a quelqu'un qu'on a oublié de mettre dans la boucle et puis qui n'a pas lu le truc. Il y a un employé qui arrive 3 semaines après dans le projet qui n'a pas vu les échanges d'avant. Bref, l'email, c'est le meilleur moyen de perdre une information, en fait. Donc l'idée en termes de collaboration, c'est maintenant de recentrer tout au niveau du code, à proximité du code, et que toutes les décisions qu'on va pouvoir faire et toutes les discussions qu'on va pouvoir avoir autour du code vont se rassembler sous la forme d'issue. Alors issue, on traduit généralement par un problème, mais c'est pas ça. Une issue, c'est une discussion. C'est une discussion qui peut porter sur un problème, mais c'est aussi une discussion qui peut porter sur une idée, sur une solution, sur n'importe quoi en fait. Et ça, c'est vraiment fondamental dans la manière de travailler maintenant sur un nouveau projet. L'idée, c'est vraiment que le projet, le produit final est aussi intéressant que le processus de création du produit. D'accord ? Parce que vous allez travailler sur un projet, mais vous allez en partir à un moment de ce projet-là, et d'autres vont venir. Vous allez être remplacé, vous allez changer, vous allez aller ailleurs, vous allez arriver sur un projet. Si vous n'avez pas cette historique de création du projet, vous allez tenter des choses qui ont déjà été faites. Vous allez remettre en question des choix dont vous n'avez pas l'historique, vous n'avez pas la genèse, et vous allez perdre du temps à faire ces choses-là. Donc pouvoir avoir comme ça la trace de tout ce qui s'est dit, c'est génial, et en plus vous voyez ça dans le contexte du code, parce qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, ici on le voit au sein d'une pull request, on va voir entre les différentes étapes de discussion les différents commits qui ont eu lieu sur le code. Donc ça permet vraiment de relier ça. Et c'est tout l'idée de GitHub. L'idée de GitHub, c'est vraiment de prendre le développeur, de le mettre au centre du processus et de se débrouiller pour que tout le monde vienne autour de lui et collabore avec lui au sein de cet outil-là. Notre idée chez GitHub, c'est pas faire des outils pour les chefs de projet, pour les testeurs, pour les métiers, des choses comme ça, c'est de faire des outils pour les développeurs et d'améliorer la productivité du développeur et de lui permettre de se concentrer sur son code et que là où aujourd'hui on lui demande d'aller dans des réunions, on lui demande de faire des reports, on lui demande de dire ce qu'il a fait, on lui demande plein de choses et on n'arrête pas de l'empêcher de faire du code, là l'idée c'est que tout le monde s'adapte à lui et que lui puisse passer son temps à faire du code et que tout le monde s'adapte et s'adapte facilement parce qu'on essaie de rendre les choses les plus simples. Et donc ils puissent rentrer tous dans le code avec lui et participer au processus de création de code en fait. Donc l'idée c'est de changer un peu la manière dont on travaille. Donc on va travailler avec les issues, et puis après on va s'organiser autour du processus de création du code. Donc on va organiser des équipes. Alors il y a plusieurs manières d'organiser des équipes dans GitHub en fonction de la taille de l'équipe et du type de projet. La première manière de s'organiser, c'est la création d'une organisation. Donc ça c'est si vous êtes sur un projet d'entreprise ou un projet à assez large échelle, vous allez créer une organisation et cette organisation-là va posséder à la fois des équipes, des personnes vont faire partie des équipes évidemment, et puis des repositories. Alors pour ceux qui connaissent GitHub depuis longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis quelques semaines, on a changé notre manière de gérer des permissions. Donc si jamais vous êtes en charge de gérer les droits d'accès de différentes personnes ou différentes équipes à différents repos, si vous retournez sur ces pages-là, vous allez voir des choses qui ont changé et puis vous allez passer dans un assistant qui va vous demander déjà si vous voulez migrer du nouveau système de gestion de permission, de l'ancien au nouveau, pardon, et pas l'inverse. Donc vous pouvez rester sur l'ancien si vous voulez, mais si vous le voulez, on va vous permettre de migrer vers le nouveau système de permission, en fait, qui vous permet de mieux sélectionner le niveau de permission de chacune des équipes. Jusqu'à présent, une équipe avait le droit de lire ou d'écrire ou d'être admin sur tout un ensemble de repositories. Et donc un droit de lecture, c'était sur l'ensemble des repositories qu'elle avait. Et donc maintenant, on a rendu la chose un peu plus granulaire et vous pouvez être admin, cette équipe-là peut être admin sur un repo, en read-only sur un autre repo et puis en écriture sur un troisième. La chose qui a changé aussi, c'est la délégation de droits. Maintenant, vous pouvez avoir des utilisateurs qui peuvent inviter d'autres utilisateurs, bien qu'ils ne soient pas admin. En fait. Donc, on leur donne l'autorisation d'animer en fait leur propre communauté, de créer des repos, d'inviter des autres utilisateurs. Donc, pour des grosses organisations, ça permet d'éviter d'être bloqué quand le gars qui est en charge de ça part en vacances, par exemple. C'est toujours utile.
Donc voilà, donc l'organisation, ça vous donne la possibilité d'avoir un grand nombre de repos, d'avoir un grand nombre d'équipes et d'avoir une stratégie assez fine en termes de permission sur chacune de ces personnes. Si par contre, vous êtes dans un système plus open source ou collaboration à petite échelle, vous pouvez juste avoir donc, votre propre repo et donc à ce moment-là, avoir juste des collaborateurs. Donc à ce moment-là, vous ajoutez individuellement des collaborateurs et en faisant ça, vous leur donnez un droit de push sur votre repo et donc ils peuvent mettre à jour le repo avec les dernières versions du code qu'ils ont écrites, quoi. Ça, c'est vraiment pour un repo en particulier. L'autre, on parlait d'un ensemble de repos, on parlait de quelque chose de plus global. Alors juste un petit point pour ceux qui sont moins familiers. Sur GitHub, hein, quand vous êtes sur l'open source, tout est gratuit. Si vous parlez de repo privé, vous passez dans le modèle payant. Mais ce n'est pas parce que vous avez une organisation que vous devez payer quoi que ce soit. Vous pouvez créer des organisations qui n'ont que vocation à gérer de l'open source. Et à ce moment-là, c'est entièrement gratuit, il n'y a rien à payer. Ce n'est pas parce que vous avez une organisation que vous devez payer quoi que ce soit. Donc, même si vous êtes un individu, vous pouvez créer votre propre organisation. Ça ne sert pas à grand-chose, mais vous pouvez le faire quand même. Et il n'y a aucun coût là-dessus. Ok, donc, juste un repo sur lequel on veut collaborer. Donc, vous avez juste besoin d'ajouter des collaborateurs. C'est très simple. Si vous voulez faire des choses plus compliquées, avec plus de personnes, avec plus de hiérarchie entre les droits, à ce moment-là, vous allez devoir travailler avec des organisations, des équipes et des utilisateurs. Donc maintenant, une fois qu'on a défini notre chapeau, notre modèle de regroupement et d'administration de nos utilisateurs, on va pouvoir mettre en place des pratiques de code et ce qu'on appelle des workflows, donc des manières de collaborer autour d'un repo ou d'un ensemble de repos. En fait, il y a pas mal de créativité autour de ça, et c'est vraiment dépendant des types de projets que vous adressez, des manières dont vous allez donner de l'autonomie à vos développeurs, et puis ça peut même avoir des impacts sur la manière ou des origines en fait, sur la manière dont vous voulez déployer en production également. Donc il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Et nous, par exemple, chez GitHub, notre manière de travailler, on l'a appelé le GitHub Flow. Alors, juste un petit disclaimer, il n'y a pas de fonctionnalité dans GitHub qui vous force à faire un système ou un autre. C'est après à vous de décider de la manière dont vous allez utiliser Git et GitHub pour vous organiser au sein de votre projet. Et l'idée, c'est d'avoir une méthodologie homogène sur l'ensemble des acteurs du projet pour qu'on sache qui fait quoi, comment, et qu'on n'ait pas d'interrogation en cours de route et que ce soit homogène. En fait. Donc, notre modèle d'organisation, il est volontairement dépouillé et très simple. L'idée chez GitHub, c'est qu'on donne un maximum d'autonomie à nos développeurs. On les rend responsables de ce qu'ils font, on leur fait confiance. Alors, on a aussi une infrastructure qui permet d'éviter les idioties et puis les fautes de frappe ou merde, j'ai déployé en prod, je m'en suis pas rendu compte. Donc ça, c'est pas possible. Et puis c'est très difficile de casser la prod également. Donc, ce qui fait qu'on peut déployer, après 2 jours chez GitHub, vous pouvez déployer en prod sans aucun problème et vous n'arriverez pas à casser quoi que ce soit. Donc on a un système très simple, très dépouillé. Notre objectif, c'est de pouvoir déployer en prod le plus rapidement possible et le plus souvent possible. GitHub, aujourd'hui, c'est à peu près 40 déploiements en prod par jour. Et chaque développeur peut pousser en prod. Il n'y a pas un admin qui va pousser en prod pour vous. Chaque développeur est responsable de pousser en prod la fonctionnalité qu'il vient de développer. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire un système le plus simple possible pour éviter de se tromper en cours de route. Si on prend un processus complexe, il y a de bonnes chances qu'on se trompe. Si on prend un processus simple, il y a peu de chances de se tromper. Donc on fait un processus le plus simple possible et donc chaque développement généralement est suffisamment bien défini pour que ce soit un nombre limité de développeurs qui travaillent dessus. Donc chaque feature, on essaie de l'isoler et de la rendre indépendante du reste des autres. Et donc chaque développeur va pouvoir, ou petite équipe de développeurs, va pouvoir créer une branche, ce qu'on appelle une feature branche, dans laquelle il va travailler. Donc il crée une branche à partir de master, et puis il va travailler dessus, il va faire des commits, et tout de suite, il va créer une pull request. Donc certains créent tout leur code, et à la fin, quand on va vouloir faire une code review, on reviendra tout à l'heure sur le concept de la code review, certains créent une pull request à la fin quand ils veulent que leur code soit revu. Nous, chez GitHub, on décide de faire la pull request dès le début. Parce qu'une pull request, c'est une discussion autour du code qui est en cours de création pour nous. C'est quelque chose sur lequel on veut un maximum d'avis en permanence et en suivant les évolutions.
Donc chaque développeur demande à ce que les membres de son équipe, qui ne sont pas forcément impliqués sur le développement de cette feature-là, hein, mais le reste de l'équipe au global, lui fasse du feedback en permanence et discute en permanence sur le scope exact de la feature, sur les problèmes qu'il rencontre. Enfin, toute la discussion autour du processus de création de cette feature-là est dans la pull request, en fait. Ça peut partir d'une issue, d'une idée globale, d'une feature qui est documentée, mais après, vraiment, tout le processus de création et tout le dialogue qui va autour de cette feature-là fait partie de la pull request. Donc c'est cette discussion, en fait, hein, donc on a les premiers commits, et puis tout de suite, on ouvre la pull request, et là, il y a une discussion et d'autres commits qui ont lieu. Parce qu'on raffine le process, parce qu'on corrige des bugs, parce qu'on fait de la code review, on fait pas mal de choses. Et donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir cette discussion-là. Et après, il y a un processus de validation, d'autorisation. Enfin, il y a une sorte de langage commun à l'équipe pour dire, bah ouais, moi je suis OK avec toi. Donc, ça peut être des emojis avec des pouces, ça peut être des moutons parce que ça fait sheep en anglais. Enfin, il y a pas mal de caractères différents ou de méthodes différentes de s'organiser. Certains demandent à ce que l'ensemble de l'équipe ait donné son approval pour passer en prod. Certains disent, bah, il m'en faut 2 ou 3. Il y a d'autres boîtes où il faut que ce soit un mec qui ait le titre d'architecte et puis un mec qui ait le titre de testeur, par exemple, qui approuve ça. Donc il y a pas mal de modèles d'organisation. Et l'idée, c'est de pouvoir très rapidement, après, déployer en prod. Donc nous, on est capable, encore une fois, de déployer en prod une feature. On va pouvoir déployer en prod sur l'ensemble des serveurs ou alors sur un seul ou un sous-ensemble de serveurs. Donc tout ça, chez nous, alors ça serait un sujet d'un talk complet, tout ça se fait via le chat pour nous. La partie déploiement se fait via le chat. Donc on a un client de chat, on a un robot qui est plugué dessus, je pourrais en parler un peu tout à l'heure à la fin s'il me reste du temps, mais je n'ai pas l'impression qu'il va m'en rester. On a un robot qui s'appelle Ubot, donc vous pouvez aller le voir, il est open sourcé évidemment sur GitHub, c'est HUBOT, donc il se plug sur notre client de chat, n'importe quel client de chat est candidat à ça. Et j'ai juste à mettre /deploy, c'est quand j'envoie une commande, je commence par /deploy, et puis je lui donne le nom de ma branche, et puis il va le déployer en prod. Bon, je peux lui dire /deploy sur un sous-ensemble des serveurs. Et ma feature va être déployée en prod, et puis je vais avoir une console de monitoring qui va me permettre d'observer vraiment mon sous-ensemble de serveurs sur lequel j'ai déployé, par exemple. Et puis si je m'aperçois au bout de 2 heures, 3 heures, 4 heures que tout se passe bien, à ce moment-là, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, et je vais déployer avec master. Et master, c'est la vraie vie, c'est ce qui est forcément déployé sur l'ensemble des machines, pour l'ensemble des utilisateurs de GitHub, et pas juste un sous-ensemble, en fait. D'accord ? Mais chaque code doit avoir été testé en prod chez nous avant de pouvoir passer dans la branche master, en fait. Donc on passe d'abord en prod et après on passe sur master. Et donc on repasse en prod évidemment tout de suite après. Voilà, donc ça c'est notre process. Alors tout le monde ne peut pas le faire, hein, parce qu'il faut pouvoir déployer en prod des morceaux de son code, mais c'est notre workflow à nous, et ça marche plutôt bien. L'idée c'est à la rigueur plutôt que de faire peu de bêtises mais qui ont un gros impact, c'est de faire plein de petites bêtises qui ont un très petit impact que je pense que vous ne voyez jamais. Il y a une page, si vous allez sur Google, il y a une page qui s'appelle GitHub Status, sur laquelle vous pouvez voir notre niveau de disponibilité, notre nombre d'exceptions et des choses comme ça. Vous allez voir, on s'en sort pas trop mal. Donc ça, c'était un modèle. Il y a un autre modèle. Donc oui, ce premier modèle-là, encore une fois, tous les développeurs ont accès à la branche master, tous les développeurs peuvent merger, peuvent écrire dans les repos, il n'y a pas de contrainte de sécurité. Maintenant, si vous êtes dans un modèle open source ou si vous êtes dans un modèle où, par exemple, vous avez des sous-traitants et vous voulez valider ce qu'ils ont fait avant de l'accepter, si vous avez des contraintes de sécurité ou d'autorisation, on va dire, pour être plus générique, plus large, vous pouvez utiliser un autre modèle qui s'appelle le modèle fork and pull. Et c'est typiquement le modèle de l'open source. Si vous avez déjà contribué à de l'open source sur GitHub, vous avez utilisé ce modèle-là. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a j'ai pas ma souris, tant pis. On a un repository de base, le repository du projet open source, par exemple, qui est tout en haut, là, qui a une branche qu'on appelle Upstream. C'est une convention, mais il s'appelle comme ça. Et donc, vous voulez commencer à contribuer à ce projet-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un fork. Donc, vous allez récupérer sous votre compte GitHub une copie de ce projet-là. Et puis, vous allez toujours, pareil, appliquer le même processus de développement, parce que vous voulez faire les choses un peu proprement. Donc, vous n'allez pas écrire sur la branche master. La branche master, c'est la branche qui est épaisse et qui est un peu en bleu clair. Vous allez créer une feature branch, toujours pareil, comme on avait fait... pardon. Ouais, bon, je
vous passe la capture d'écran. Vous allez créer la feature branche pour créer pour travailler proprement et de manière isolée dans une branche à part. Et puis vous allez, toujours pareil, faire des commits. Vous allez ajouter vos commits. Et puis, dès que vous allez être soit content de ce que vous avez fait, soit que vous voulez engager une conversation avec les mainteneurs du projet, parce que potentiellement vous voulez avoir une discussion assez tôt avec eux pour vous éviter de faire tout le boulot, et puis qu'à la fin on vous dise non, votre truc on ne va pas l'accepter ou ça ne nous intéresse pas, vous allez ouvrir une pull request. Et la pull request, elle vit dans le projet d'origine. D'accord ? Elle ne vit pas. Si vous allez sur votre compte GitHub, votre pull request, ça va apparaître sur le projet source, sur le projet open source sur lequel vous voulez committer. Et donc là, vous allez avoir votre discussion. Et en parallèle de cette discussion-là, vous allez pouvoir continuer à faire des commits. Alors oui, juste pour revenir en arrière, à quoi ça ressemble sur GitHub, vous voyez ici, j'ai ouvert une pull request. Alors mon repo, il s'appelle Calculator. Moi, je suis Elaili, évidemment. Et ma branche s'appelle Elaili-patch1. Et je veux la pousser. Je demande à faire, quand je fais une pull request, je demande à la pousser vers le repo d'origine qui est dans l'organisation Octocheese et il s'appelle également Calculator. Et on m'a créé une branche, à la rigueur c'est le mieux, on m'a créé une branche avec laquelle je vais merger. Parce qu'on va pas, ils vont généralement pas merger avec master, mais ils vont merger avec une branche bien spécifique pour recevoir mon code et éventuellement lancer les tests de CI, etc. dessus. C'est plus sûr. Donc c'est assez rare qu'on vous merge avec master directement. Donc, on va faire cette discussion, on va faire cette revue de code, et puis éventuellement, si tout se passe bien, il y aura un merge qui sera fait, donc le merge qui sera fait avec master, et moi, si je veux continuer à développer, si j'ai une autre idée, par exemple, ou je veux continuer à contribuer sur le projet ou améliorer la version que j'ai soumise, eh ben, je vais récupérer en fait la version à jour du repo d'origine. Je ne vais pas continuer à travailler sur mon repo, parce qu'en parallèle, il y a peut-être d'autres choses qui sont arrivées sur ce repo d'origine, il y a d'autres committeurs qui ont travaillé, et donc c'est à moi d'aller rafraîchir mon repo, donc de faire un pull depuis upstream sur le repo, et je repars après sur la création d'une branche, et puis le cycle continue. En fait. Okay, donc ça, c'était le modèle fork and pull. C'est un modèle qui marche bien, c'est le modèle qui vient de l'open source. C'est aussi le modèle qui est utilisé à chaque fois qu'on nous demande d'avoir de la sécurité sur une branche. Je ne sais pas si certains qui viennent de chez, qui ont l'habitude de travailler avec Subversion, etc., demandent à avoir des protections, pas au niveau repo, mais au niveau branche ou au niveau des fois sous arborescence, etc. Donc c'est des choses qu'on ne sait pas faire chez GitHub, qu'on n'a pas forcément vraiment envie de faire pour l'instant, parce que ce modèle-là permet de complètement résoudre la problématique de la protection d'une branche par rapport à d'autres. Mais après, il peut y avoir des discussions autour de ça, mais aujourd'hui, si vous vous posez la question, il n'y a pas de manière de protéger une branche, donc de laisser l'accès à certaines branches en écriture et pas à d'autres, par exemple. On peut faire des hacks, mais il n'y a rien de bien propre dans GitHub pour faire ça, parce qu'on a ce modèle-là qui nous permet de le faire tout naturellement. Alors, le modèle que je vous ai décrit jusqu'à présent, il marche bien. Il marche bien pour des projets de taille petite ou moyenne. Mais quand on travaille sur le noyau Linux, par exemple, des pull requests, il y en a quelques-unes, il y en a même des milliers. C'est difficile d'avoir un sous-ensemble de personnes qui est capable de toutes les accepter et surtout de faire le tri entre quels sont les types de pull requests qui intéressent quelle personne. En fait. Donc pour résoudre ce problème-là, il y a une approche, alors c'est l'approche typique décrite par Linus Torvald. Donc Linus Torvald, c'est le dictateur, donc il s'appelle comme ça. Et puis il a des lieutenants. Donc les lieutenants, ils sont en charge de sous-parties du kernel en fait. Donc il y a celui qui est en charge des I/O, il y a celui qui est en charge, je sais pas, du graphisme. Enfin, bon, vous pouvez trouver des sous-parties autant que vous voulez dans Linux, hein, c'est pas difficile. Et donc chacun de ces lieutenants-là est en charge d'une sous-partie. Et chacun de ces lieutenants-là peut potentiellement avoir des sous-lieutenants qui seront eux-mêmes en charge de sous-parties en fait. Et donc l'idée c'est que Linus il a accès au repo master de la distribution Linux, enfin de Linux tout simplement, du kernel Linux. Et donc tout le monde récupère une version de ce repo sur sa machine, sur son environnement. Et puis, les contributions remontent la chaîne, donc des contributeurs vers les lieutenants, des lieutenants vers Linus Torvald, et puis de Linus Torvald, de son repo local sur sa machine au repo global partagé par tout le monde, en fait.
Et donc l'idée, c'est qu'on divise la quantité de travail à chaque fois, à chaque étape, qu'on spécialise chacun des reviewers, parce que l'idée, c'est pas d'accepter les pull requests sans les regarder, c'est de discuter sur le contenu, c'est de s'assurer qu'il y a une homogénéité sur ce qui a été écrit, et puis c'est de s'assurer de la qualité aussi de ce qui a été fait. Et donc c'est cette division du travail qui fait qu'on peut remonter comme ça les échelles et permettre à une communauté massive, parce que le nombre de contributeurs sur le noyau Linux, il y en a un paquet. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir une organisation aussi large, qui permet de remonter de l'information avec un niveau de qualité qui est quand même assez important. Donc, c'est vraiment le modèle dictateur-lieutenant. Et évidemment, une fois qu'on a une nouvelle version du noyau qui est réalisée, bah, tout le monde rafraîchit son propre repo pour repartir de la dernière version et pas de sa version de travail à lui. Alors, un autre type d'organisation qu'on peut avoir, c'est des organisations où on va avoir encore plus de contraintes de sécurité. L'idée, c'est qu'on ne veut pas, on veut éviter qu'un trop grand nombre de personnes aient accès à l'ensemble du code. Donc on veut diviser en fait la visualisation du code et l'accès au code de chacune des sous-équipes en fait. Donc on veut créer des cloisons. On voit bien dans le dessin, sur la partie basse, il y a des cloisons entre les différents utilisateurs. Et donc pour ce faire, on a la notion de submodule. Donc ça ne sert pas que à ça, les submodules dans le Git. Mais c'est une bonne manière pour avoir un projet chapeau en haut, qui ne contient rien au final, qui ne contient que des pointeurs, des sortes de liens symboliques vers des sous-repos. Et chaque sous-équipe de contribution va avoir son propre repo dans laquelle elle va pouvoir évidemment écrire. Et elle pourra s'organiser un peu comme elle veut, si elle peut s'organiser suivant l'un des différents flows qu'on a vus, peu importe. Mais au final, il livre dans un repo. Et puis l'équipe des deux individus qui est là-haut, elle a la vue sur l'ensemble de ces repos-là. Donc on a comme ça limiter en fait la quantité de personnes qui sont capables de voir l'intégralité du projet. Donc ça passe par des sous-modules. Donc pour ceux qui veulent creuser un peu les sous-modules, c'est pour vous prévenir juste avant, pour ne pas que vous soyez déçus, c'est pas la panacée complète. Il y a des complexités avec les sous-modules, et puis il y a des comportements qui sont très différents de ce qu'on a dans SVN. Notamment, un sous-module, c'est à vous de le rafraîchir, par exemple. Si je regarde le projet d'en haut, si je ne fais rien, il ne verra pas forcément la dernière version des sous-projets. Je suis obligé de rafraîchir dans le projet d'en haut les sous-modules pour avoir la dernière version. Et après, vous obtenez une vue sur un repo Git, et c'est à vous de décider de quelle branche vous allez utiliser dans ce repo-là. Et voire même, vous pouvez décider de quel commit vous voulez utiliser dans ce projet-là. Donc ça demande d'avoir un peu d'intelligence, généralement qu'on va positionner au niveau de l'outil de build, qui lui devra savoir s'il doit rafraîchir ou pas les sous-projets, et puis quelle branche utiliser, voire même quel commit, parce qu'on peut se poser après la question de gestion des dépendances. Et ça, ce n'est pas une problématique de Git, c'est une problématique des outils de build par-dessus. Donc faire attention à cette partie-là, ça peut complexifier les builds et ça peut vous obliger à gérer de la dépendance. Ce qu'on voit des fois, c'est que cette organisation-là est overkill pour certains projets, trop complexe, et que en fait, ce qu'on veut, c'est juste avoir différents packages et assembler ces packages-là dans un projet plus global. Et à ce moment-là, on peut utiliser du NPM, on peut utiliser d'autres solutions, on n'est pas forcé de passer par ça. Donc ça, vraiment, ne l'utilisez pas si vous n'en avez pas vraiment besoin, parce que ça peut engendrer une certaine complexité. Un autre modèle qui existe, qui s'appelle le Git Flow. Donc, tout à l'heure, on avait le GitHub Flow. Je vous rappelais, c'était relativement simple. Le Git Flow, je ne veux pas être méchant, j'ai mis notre logo, notre Octocat avec son t-shirt Windows, parce que c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué, et pour moi, c'est à gérer par c'est à utiliser sur des projets assez différents, où je le vois bien quand vous avez besoin de maintenir plusieurs versions en parallèle d'un même projet. Typiquement, vous avez un site web en production à un instant T, vous n'avez qu'une version de ce projet-là. Si vous avez une application qui est déployée chez vos clients sous forme d'application fenêtrée ou des choses comme ça, à ce moment-là, c'est plus difficile de n'avoir qu'une seule version de ce software. Il y a un autre cas aussi où je pense que c'est une question d'organisation, c'est si vous devez réaliser en même temps et faire de la QA en même temps sur un lot assez important de différentes features. Par exemple, nous, on met en prod une feature de manière isolée et on se débrouille pour isoler les features les unes par rapport aux autres. Mais parfois, vous avez un lot de features qui doivent arriver ensemble ou pas. Donc, vous
pouvez les synchroniser, et ça vous force quelque part, pour votre chaîne de QA et d'intégration, à gérer plusieurs versions, même si c'est temporaire. Donc, dans ce cas-là, c'est un modèle qui va s'adapter, mais je dirais que c'est déplacer le problème. Pour moi, il faut revenir à un problème où on peut simplifier notre chaîne de production et s'assurer qu'on puisse travailler sur des features très simplifiées qui nous permettent d'être très agiles, en fait. Donc ce modèle-là, il est assez compliqué à expliquer. J'avais un échange sur Twitter il n'y a pas longtemps où il y a quelqu'un qui a passé un talk complet sur l'explication de ce modèle-là. Donc il me reste 50 minutes, c'est ça? Dans 10, d'accord. Donc je ne vais pas le faire. Mais si vous allez faire des recherches sur Gitflow, sur le web, vous allez trouver un blog où j'ai piqué l'image qui explique assez bien comment il l'utilise. Mais c'est efficace, c'est puissant, mais je pense que c'est une certaine complexité, et avoir une équipe complète qui arrive à respecter ce flow-là, qui s'y retrouve et qui est efficace avec ça, j'en suis pas convaincu. Donc pour moi, il faut déplacer un peu le problème et se dire dans quelle mesure je ne peux pas changer ma manière de travailler pour éviter d'avoir à appliquer ça. C'est comme ça que je le vois. Mais on peut en débattre. Donc au final, on a vu plein de manières en fait de collaborer, enfin de créer ces branches, de comités, etc. Et à chaque fois, on en revient à la pull request. Et la pull request, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous chez GitHub. La pull request, c'est une discussion qu'on attache à une branche, à un instant T, et qui nous permet d'avoir un échange et notamment d'implémenter ce qu'on appelle le code review. Donc le code review, il y a quelqu'un qui disait il n'y a pas longtemps, je crois que c'était quelqu'un de chez Octo, qui disait qu'une heure de code review, c'est 4 heures de chasse aux bugs évitées. Donc pour chaque heure de code review que vous allez faire, vous allez éviter de chercher des bugs pendant 4 heures, que ce soit en QA, en prod, ou etc. Mais vous allez éviter cette partie-là. Donc il y a vraiment un intérêt à investir au niveau de la code review, parce que c'est du temps que vous allez gagner plus tard. Il y a quelque chose d'autre qui est intéressant. Alors après, ça dépend des organisations. Il y a des organisations où l'ensemble de l'équipe, alors on parle de sous-équipes, on parle de petites équipes genre DevOps, où il y a 5-6 personnes. Il y a des organisations où on veut que l'ensemble des acteurs de l'équipe fassent la code review. Donc chacun connaît le code de l'ensemble de l'équipe, en fait. Il y a d'autres organisations où on va dire, tiens, j'ai besoin qu'un ou deux autres me fassent la code review. L'intérêt de diffuser au maximum la code review dans les équipes, c'est que l'ensemble de l'équipe connaisse le code. Donc si je pars en vacances, tout le monde peut me remplacer, tout le monde sait ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Ça force à avoir les mêmes pratiques et les mêmes techniques de programmation. Évidemment, si aussi vous savez que votre code va être revu, vous codez un peu moins comme un porc et puis vous faites un petit effort pour que ce soit un peu plus propre. Et puis surtout, vous augmentez la qualité globale de l'équipe, en fait. Tout le monde s'auto-émule, tout le monde se donne des conseils, tout le monde s'aide, et vous avez un code qui est bien meilleur et une qualité qui est juste incomparable par rapport à ce que vous auriez auparavant. Et surtout, c'est la diffusion de la connaissance sur ce qui a été écrit qui est super important. Donc la code review, c'est super important. Donc c'est à quoi ça ressemble dans GitHub. Vous pouvez voir l'ensemble des fichiers qui ont été modifiés. Vous pouvez aller faire des commentaires à la ligne près. Et vous pouvez vraiment échanger sur le code qui a été créé. L'idée, c'est d'avoir une approche constructive là-dessus. Évidemment, ce n'est pas de se dézinguer les uns les autres, mais c'est de s'aider à faire du code de meilleure qualité. Donc, franchement, moi, je vous encourage énormément à faire de la code review. Et en plus, la code review, c'est implémenté dans GitHub. C'est super simple. Il y a d'autres outils qui le font également. Mais bon, c'est quand même plus simple avec nous. Et encore une fois, l'idée, c'est de s'organiser pour se donner, en fait, un vocabulaire sur quand est-ce qu'on va s'autoriser à passer en prod. Est-ce que j'ai besoin d'une code review? Est-ce que j'ai besoin de l'ensemble de l'équipe? Et puis on peut faire ça de manière fun en mettant des pouces, des bateaux, c'est des ships, des moutons, c'est des ships aussi en anglais. Et puis j'ai toujours pas compris la marmotte. On utilise beaucoup la marmotte chez GitHub, mais je ne sais pas trop pourquoi. Il faudra que je regarde un de ces jours. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de contractualiser notre manière de s'autoriser à passer en prod. Après, il y a des organisations où c'est le développeur qui a créé la pull request qui va faire le merge. Il y a d'autres organisations où justement on interdit au développeur qui a ouvert la pull request de faire le merge. Parce que comme ça force les autres déjà à faire le code review, ça empêche le développeur de faire son propre merge avant qu'il y ait eu suffisamment de code review. Et puis en plus, des fois ça peut être pénible de faire le merge. Donc il y a des organisations qui disent le dernier de l'équipe qui a fait le code review doit faire le merge. Comme ça incite tout le monde à faire des code review très fréquemment et d'éviter d'être le dernier et donc de ne pas avoir à se prendre la tâche de faire ça, pour être assez poli.
Mais après, c'est super important. Si vous commencez à faire du code review, après, ça veut dire que toute l'équipe doit adhérer à ça et toute l'équipe doit se dépêcher d'aller faire du review parce que vous voulez du feedback et vous n'allez pas attendre 2 jours d'avoir du feedback sur ce que vous avez fait. Vous voulez un feedback le lendemain. Donc l'idée, c'est que tous les jours, vous preniez 5 minutes, soit en fin de journée, soit en début de journée, pour aller faire du code review et surtout pas attendre qu'il y ait 250 000 lignes de code qui a été écrites parce que vous n'allez pas faire une review. Il faut faire des reviews sur des petits morceaux de code. C'est la seule manière de pouvoir le comprendre, de pouvoir rentrer dedans rapidement. C'est aussi important. L'idée, c'est d'être productif sur cette étape-là. Et donc d'en faire beaucoup et très fréquemment, ça permet d'avoir une qualité maximale. Comme je vous disais, il y a d'autres outils qui permettent de faire du code review. Donc vous pouvez plugger des outils sur GitHub. Donc vous pouvez toujours avoir votre code dans GitHub, mais plutôt que de passer par la pull request, enfin vous passez toujours par une pull request dans GitHub, mais plutôt que de passer par cette petite interface où vous voyez, où vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez plugger quelque chose qui s'appelle Review Ninja. Donc Review Ninja, ça a été fait par SAP. Ça a été complètement open sourcé, donc vous pouvez télécharger sur GitHub le repo Review Ninja, mais vous pouvez l'utiliser en mode SaaS également et le plugger sur vos repos qui sont sur GitHub et passer par cette interface-là pour faire votre code review. Et donc vous pouvez plugger par exemple que pour pouvoir faire un merge, il vous faut 2 Ninja Stars et donc c'est vos collègues qui vous donnent des Ninja Stars s'ils sont d'accord avec ce que vous avez écrit ou pas. Donc c'est une manière de le faire. Il y a une autre société aussi qui fait quelque chose qui s'appelle Git Colony. Donc c'est un peu le même concept. Vous allez passer par une interface tierce qui va vous permettre de gérer vos pull requests, vos code reviews, etc. Allez voir. Hein. Les 2 sociétés sont rien à voir avec GitHub, mais se plug sur GitHub pour faire ces choses-là. Il y a un autre truc qui n'est pas du code review, mais qui est assez sympa, moi j'aime beaucoup, qui est un plugin de Chrome et qui vous permet d'organiser vos issues GitHub sous la forme d'un Kanban. Donc tout est stocké dans GitHub, mais c'est la manière de le visualiser qui passe par ce plugin Chrome et qui vous permet d'avoir vos différentes colonnes et puis de déplacer les issues d'une colonne à l'autre. Donc c'est assez sympa aussi. Vous pouvez le tester, je trouve que c'est bien parce que ça vous permet de tout faire directement dans GitHub. Vous pouvez aussi utiliser un Trello il sait se connecter à un GitHub, mais vous avez d'un côté Trello, vous avez de l'autre côté GitHub. Là, tout est intégré dans GitHub. Et puis juste pour terminer, je vous ai parlé un peu tout à l'heure de ce qui était nouveau dans le modèle de gestion des utilisateurs. Il y a un truc qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on vient de rajouter la notion de branche protégée. Donc je vous ai dit qu'il n'y avait pas de permission au niveau des branches, mais on a rajouté une protection au niveau des branches. Alors c'est un petit peu différent. L'idée, c'est qu'on va sélectionner les branches qu'on veut protéger, et sur ces branches-là, on va définir qu'il y aura un certain nombre de statuts qui vont être obligatoires ou pas. Donc quand vous faites des commits sur une pull request au sein d'une branche, il y a un certain nombre de checks que vous pouvez activer, c'est ce qu'on appelle les webhooks, donc ça peut être l'intégration continue, ça peut être du sonar, ça peut être plein de choses, qui vont s'exécuter automatiquement. Un webhook, c'est juste une interface REST qui reçoit un payload JSON et qui vous renvoie un OK ou pas OK. Et ce statut, OK ou pas OK, vous pouvez le décider qu'il est optionnel ou obligatoire. Donc il n'est pas OK mais optionnel, je m'en fous, je fais ce que je veux. Il est pas OK et obligatoire, je ne peux pas faire un merge sur ma pull request. Donc on a rajouté ça. Ce qui fait que vous pouvez avoir un certain nombre de checks de qualité avant de permettre de faire un merge. Donc vous pouvez automatiser un certain nombre de choses. Alors après, si vous voulez recréer un système de permission au niveau des branches, vous pouvez très bien utiliser ça pour faire un check en disant si cet utilisateur-là a celui qui vient de committer par exemple ou celui qui est logué a le profil architecte, à ce moment-là, il a le droit d'appuyer sur le bouton merge. Sinon, il n'a pas le droit, par exemple. Donc nous, on ne fait pas. Parce que notre philosophie, c'est de laisser les choses les plus libres et de laisser les équipes s'auto-organiser. Mais si vous voulez faire ces choses-là, vous pouvez très bien l'implémenter là-dessus. Donc ça, c'est nouveau. Si vous avez pas mal de checks qui passent, vous pouvez peut-être aller revoir vos différents checks pour switcher les flags requis par requis, etc. Ça peut être intéressant pour vos plateformes. Voilà, et puis je vous ai parlé un peu du bot, mais je ne vais pas avoir le temps de développer ça, je reviendrai l'année prochaine et je ferai un talk que sur le bot. Ouais, et juste, si vous allez sur notre blog GitHub Engineering, alors il y a plein de blogs chez GitHub, il y en a un qui s'appelle githubengineering.github.com. Il y a plein d'infos sur comment on utilise GitHub, comment on fait des déploiements en prod, etc. Il y a plein d'idées à les piquer, donc je vous encourage à y aller. Voilà, c'est fini. J'ai 5 minutes pour des questions, si vous en avez.
Et puis sinon, vous pouvez m'attraper dehors aussi, comme vous voulez. Non? Bon. Merci.